Ok, merci à vous. J'espère, je suis dans un endroit où la connexion est pas super, donc j'espère que ça va fonctionner jusqu'au bout. Merci beaucoup à Fatoumata d'avoir eu cette initiative un peu au dernier moment, mais, mais on y arrive toujours de toute façon. Et donc voilà, je voudrais saluer tous les collègues aussi à ma cotère et les collègues doctorants dont j'ai vu les têtes et étudiants au Germès. Alors, dans cette présentation, je vais essayer de faire une espèce de bref, enfin, un rappel, ou en tout cas de poser un regard sur l'ensemble des mobilités contraintes, forcées, qu'on retrouve à l'heure d'aujourd'hui sur le territoire nigérien, et sur la manière dont ces migrations forcées s'articulent aux autres formes de migration, disons, plus classiques. En fait, ce qu'on a constaté sur le territoire du Niger, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être aussi valable au Mali, par exemple, il me semble, c'est qu'il est assez difficile de séparer ces catégories de réfugiés, demandeurs d'asile, migrants, lorsque l'on observe la trajectoire des personnes. D'abord parce que, en fonction du moment d'une vie, on peut être à la fois migrant et puis réfugié par la suite, mais aussi lorsque l'on observe les politiques. En fait, au niveau international, la question des réfugiés et des demandeurs d'asile est traitée de façon distincte généralement de celle des migrations, puisque vous le savez, ce pas les mêmes textes internationaux, ce pas les mêmes acteurs non plus de gestion, ce pas les mêmes droits également. Et l'idée ici, c'est de mettre en évidence comment sur ce territoire nigérien, migration et asile se conjuguent et se combinent à la fois du point de vue des pratiques, des trajectoires individuelles et des politiques avec comme point commun, comme point de cristallisation, cette logique de containment, qui est une logique de blocage, qui est un peu, que je qualifie aussi d'une sorte d'obsession de la sédentarité, qui est portée en particulier par les organisations internationales, malgré les situations de très grande précarité des personnes. Et donc, asile et migration s'insèrent dans ce contexte-là, dans un même cadre politique et rhétorique, celui du blocage, et dans un même cadre pratique pour les migrants, celui d'un accroissement de la dangerosité des parcours qui touche parfois à des formes d'errance ou en tout cas de tentatives de revirement dans les traversées des parcours qui sont de plus en plus complexes. Alors, un petit point aussi méthodologique pour vous dire aussi d'où je parle. Les données, une partie des données, des réflexions sont issues d'une enquête qu'on a faite donc avec le Germès collectivement. Une partie des étudiants que j'ai vus à l'écran y ont participé et je les en remercie. Donc, entre 2018 et 2019, c'est une enquête qui à l'origine était un projet de recherche financé par le HCR et qu'après qu'on a pu poursuivre de manière, enfin, qu'on a conduite de manière très indépendante et qu'on a poursuivi hors du cadre du financement du HCR. Et donc, c'est une enquête qui a été menée à la fois dans les camps de réfugiés de la région de Tillabéri, de la région d'Ifa, ainsi que dans la ville d'Agadez et dans la ville de Niamey. Alors actuellement, bon, c'est les derniers chiffres, hein. Le Niger accueille sur son sol plus de 300 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui sont répartis. Il y a environ 270 000 réfugiés et 36 500 demandeurs d'asile. Une précision importante, qui est aussi ce pourquoi je parle de demandeurs d'asile, c'est qu'au Niger, il existe une loi sur l'asile qui a été votée en 1997 et qui a été appliquée pour la première fois ou presque à partir de 2017. Donc c'est une loi qui a été votée à un moment où l'État du Niger a décidé de conformer son cadre législatif avec la Convention de Genève, mais qui n'avait pas été appliquée jusqu'à une période extrêmement récente. Et vous allez voir comment cette loi a permis aussi et autorisé la mise en place de dispositifs, ce qui ne peut pas être fait dans d'autres pays. Également, on compte au Niger 335 000, plus de 335 000 déplacés internes. Et en fait, actuellement, selon le HCR, seules deux régions sont épargnées par l'accueil de migrants forcés, enfin de personnes en situation de migration forcée, à savoir les régions de Dosso et de Zinder. Donc toutes les autres régions sont concernées. Mais si on y regarde de plus près, il est sans doute extrêmement probable que l'on retrouve dans ces deux régions, Adosso et Zinder, des déplacés internes ou des personnes en demande de protection qui ne sont pas recensées par le HCR ou par l'État nigérien.
Alors, je vais passer assez rapidement, on pourra y revenir potentiellement au moment des questions, sur l'accueil des réfugiés, donc des différents conflits du lac Tchad sur la frontière du Nigeria d'une part, et du Mali et du Burkina Faso, donc qui concerne surtout la région de Tillabéri. Pour retenir simplement une idée qui est assez importante, Aruna l'a évoqué, me semble-t-il. Le Niger a été présenté, et même encore toujours présenté d'ailleurs, par le HCR notamment, comme un modèle pour l'accueil des réfugiés, notamment de par ce que je vous disais tout à l'heure, l'existence de cette loi sur l'asile qui a facilité cet accueil, mais aussi avec le fait que le Niger a mis en place très rapidement, à partir de 2011-2012, un cadre législatif avec un ensemble de décrets qui ont permis l'accueil rapide et facilité l'accueil des réfugiés du Nigeria et des réfugiés du Mali. euh, donc, qui est ce qu'on appelle, qui concerne donc le prima facie. Les réfugiés maliens sont réfugiés prima facie au Niger. Il y a un cadre réglementaire qui pose cela. Et de la même manière, les réfugiés des États du nord du Nigeria, ça ne concerne absolument pas tout le Nigeria, sont également passent sous la protection humanitaire et par la suite sous le régime du prima facie. Donc il y a une légalité en quelque, enfin oui, une légalité de l'accueil qui est garantie sur le territoire nigérien pour ces personnes de par le cadre législatif. Et donc, ce sont les directions de l'état civil régional, enfin la direction de l'état civil au Niger, avec l'appui du HCR, qui se charge de recenser donc l'ensemble de ces personnes, tout comme elle se charge de recenser aussi les déplacés internes. Alors, ce cadre législatif nigérien se combine à un cadre, disons, humanitaire, qui est plus porté par le HCR, qui conduit aussi à l'apparition, disons, d'autres catégories. Il y a les réfugiés prima facie dont je vous parlais, les réfugiés à titre individuel, c'est-à-dire ceux qui sont passés à titre individuel par la demande d'asile auprès de l'État nigérien et qui ensuite sont reconnus comme tels réfugiés sur le territoire nigérien. Le HCR qui parle également de retourner pour qualifier les migrants nigériens qui sont rentrés au Niger, fuyant en particulier le conflit de Boko Haram sur le lac Tchad. Donc, qui sont des migrants du Niger immigrés au Nigeria. On qualifie que le HCR qualifie de retourner. Autre catégorie, donc les demandeurs d'asile ou les déplacés internes. Hormis ce cadre législatif, la politique qui est promue en termes d'accueil, c'est celle d'un accueil sans camp, c'est-à-dire d'une insertion de ces personnes dans les communautés locales. Alors, même si ce vœu pieux a été largement contrebalancé dans l'urgence de l'arrivée massive des personnes, que ce soit dans la région d'Ifa, mais aussi ponctuellement dans la région de Tillabéri, il n'en reste pas moins qu'il est quand même en grande partie respecté. L'objectif, à la fois pour le HCR et aussi pour l'État nigérien, c'était d'essayer de contrer les inégalités qui peuvent naître dans des espaces d'intervention humanitaire, c'est-à-dire où il pourrait y émerger des tensions entre des populations autochtones déjà présentes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, de voir arriver des réfugiés qui vont bénéficier d'une prise en charge humanitaire dont ces populations autochtones ne bénéficient pas, alors que leur situation de précarité est extrêmement proche. Et en particulier, on peut citer la construction d'infrastructures, mais aussi de quartiers, de logements, dans des petites villes comme Ailleron ou Alam, dans la région de Tillabéri. Également, un effort a été fait avec la construction temporaire de la zone d'accueil d'Intikan, qui a été fermée il y a quelques années pour des raisons d'insécurité, mais qui avait été mise en place pour faire correspondre, disons, la logique d'accueil aux spécificités des populations à accueillir, qui étaient essentiellement des populations d'éleveurs. Donc, qui était la région d'Intikan, c'est sur la frontière avec le Mali, dans la région de Tawa. Alors, cette démarche d'accueil est portée à l'échelle internationale par le HCR. Le Niger n'est pas le seul pays concerné. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Niger a servi et sert encore quand même de modèle pour promouvoir en quelque sorte cet accueil dit sans camp. Cependant, quand même, avec la croissance rapide du nombre de déplacés internes, notamment dans la région de Tillabéri, des distinctions apparaissent entre ces catégories de population, réfugiés et déplacés internes, qui subissent pourtant les mêmes contraintes, à savoir celle de l'insécurité et des conflits.
L'État du Niger va mettre plus de temps à reconnaître l'existence de ces déplacés internes, hormis pour ce qui est de la région de Difa. Je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Et même si le Niger a transcrit dans sa loi en 2018 la Convention de Kampala sur l'accueil des déplacés internes, il y a quand même une distorsion, ou en tout cas un gap entre l'accueil des réfugiés et de ces déplacés internes. Je passe rapidement, mais ces déplacés internes se retrouvent généralement dans les mêmes endroits que les réfugiés, ou alors ils occupent des espaces libérés, entre guillemets, par les réfugiés qui ont pu être relogés ailleurs, ce qui a été le cas notamment à Mangaïsé pendant un certain temps. Et surtout, ils pâtissent également d'une limitation du mandat du HCR pour ce qui est de leur intention. Alors, comme le temps passe vite, je vais passer aussi. Je pourrais revenir sur cette question des déplacés internes qui est extrêmement intéressante à analyser par ailleurs, notamment d'un point de vue historique au Niger. Alors, après ce très rapide, peut-être trop rapide, tableau de ce qui se passe donc en interne autour des questions d'asile et de protection, comment la question de l'asile a rencontré celle de la migration sur le territoire du Niger. Alors, il y a deux axes, disons, qui ont favorisé en quelque sorte cette rencontre. La question de ce que le HCR et les instances internationales appellent les migrations secondaires, qui est vraiment une question internationale. C'est pas du tout une question pour l'État nigérien, de l'État nigérien, qui s'en est absolument jamais saisi. Mais c'est plutôt une question et une préoccupation du HCR et de ses bailleurs qui est le fait que le souhait que les populations réfugiées sur le territoire nigérien, donc là je parle des populations maliennes, burkinabées et nigérianes, n'empruntent pas les voies de la migration internationale. Pour être extrêmement clair, qu'elles restent au Niger dans l'espace d'accueil construit par ces institutions et l'État nigérien sur le territoire nigérien et qu'elles ne partent pas sur les grandes routes de la migration internationale. C'est le premier axe. Le deuxième axe, qui est la question qui a été évoquée, dont tu as parlé, Haroun, celle du transit et du passage à travers le Niger. Question dont le HCR va se saisir à partir de 2017 en partant du principe que dans ces populations qui sont de passage sur le territoire nigérien d'une part ou d'autre part, des populations qui sont expulsées d'Algérie ou qui redescendent de Libye, eh bien, se trouvent des personnes qui sont en demande de protection internationale, c'est-à-dire qui peuvent accéder au statut de réfugié. Et donc, le HCR va ouvrir un bureau à Agadez pour trier, en fait, dans ce flux de personnes qui passent par Agadez ou qui se retrouvent à Agadez en descendant du nord, pour trier celles qui peuvent accéder au droit d'asile et les distinguer de celles qui souhaitent poursuivre leur route par leurs propres moyens ou de celles qui entrent dans le programme de retour volontaire de l'OIM. Et un troisième mécanisme est mis en place également sur le sol nigérien, sur lequel je reviendrai à la fin, qui est le mécanisme ETM, Emergency Transit Mechanism, qui concerne des évacuations de Libye, mais j'y reviendrai à la fin. Alors, un mot pour d'abord sur cette question des migrations secondaires. Donc, je vous l'ai dit, cette question des migrations secondaires concerne dans un premier temps les réfugiés donc maliens, nigérians et burkinabés. C'est avant tout une question humanitaire qui relève de ce qu'on peut appeler le contrôle humanitaire, plus qu'une question politique, enfin qui croise plutôt une question de contrôle humanitaire, qui croise une question de contrôle des migrations. Ces populations réfugiées accueillies au Niger se doivent de rester sur le territoire nigérien et ne doivent pas, en fait, entamer d'autres parcours migratoires. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une question dont ne s'est pas saisi pour le coup l'État nigérien qui a pu se saisir à l'inverse d'autres questions concernant l'asile. Lors des enquêtes qui ont été faites dans ces camps, ces différents camps de réfugiés, différents constats ont été faits. D'abord, les conditions de vie extrêmement précaires dans ces camps, ces espaces d'accueil. On parle de camps, même si officiellement ce ne sont pas de camps. Donc, je vais parler de camps, mais ce n'est pas exactement le terme. Donc, dans ces espaces d'accueil, des conditions de vie extrêmement précaires où l'aide n'est pas suffisante et en tout cas n'est pas satisfaisante pour des personnes qui recherchent une indépendance, évidemment, une autonomie sociale, économique, etc. Et des zones aussi où il est difficile de s'insérer du point de vue du travail et de trouver des revenus complémentaires. Un autre élément, c'est que ces populations se déplacent euh, avec leur savoir-faire migratoire
elles peuvent mobiliser, y compris lorsqu'elles ne sont plus sur leur lieu d'origine et qu'elles vont mobiliser d'autant plus étant des populations réfugiées en raison de leurs conditions de vulnérabilité au quotidien. Et ce qui est intéressant ici, ce qu'on a vu au moment de l'enquête, c'est que ce savoir-faire migratoire est d'autant plus mobilisable dans certaines régions d'accueil, et en particulier dans la région de Tillabéri, qui est aussi une importante région de départ pour les Nigériens, donc pour les populations qui sont accueillantes. Donc il y a une sorte de proximité, en fait, qui s'est créée entre des réseaux migratoires internationaux maliens, portés et amenés avec eux, en fait, hein, par les populations réfugiées maliennes qui ont rencontré, sachant qu'ils s'étaient déjà rencontrés ailleurs quand même, des réseaux migratoires nigériens sur le territoire nigérien dans ces espaces d'accueil. Et donc, ce qui a permis effectivement à enfin, voilà, à ces populations réfugiées de continuer à aller chercher de la ressource ailleurs, comme elles le faisaient avant de devenir des populations réfugiées. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien vu la différence entre les régions d'IFA où la migration internationale est beaucoup moins importante pour les populations nigériennes comme nigérianes par rapport à la région de Tillabéri où les migrations sont importantes à la fois pour les populations maliennes et pour les populations nigériennes. Donc ici, les espaces d'accueil agissent un peu comme des espaces de refuge où il est possible de mettre à l'abri une partie de la famille, les femmes, les enfants, les plus âgés, alors que les plus jeunes vont partir en quête de ressources à l'extérieur. Ces espaces de refuge sont aussi pour certains, en fonction du contexte familial, des espaces repoussoirs, puisqu'on a eu notamment à rencontrer des femmes seules, maliennes, dans la ville d'Agadez, qui avaient entrepris de remonter vers l'Algérie, dans la mesure où elles n'avaient aucun autre soutien qu'elles-mêmes voilà, dans les camps, et donc qui avaient décidé de vraiment partir vers l'Algérie. L'autre point de rencontre, donc autant entre asile et migration, euh, touche à la question de l'installation d'EDES en 2017. Le constat du HCR, je vous l'ai dit très rapidement, c'est qu'environ 20% des personnes qui arrivent sur les côtes italiennes à cette période par la Méditerranée centrale bénéficient une fois en Europe de la protection, donc soit du statut de réfugié, soit de la protection humanitaire. Et donc l'hypothèse faite par le HCR, c'est que ces personnes doivent s'épargner la traversée du désert, la traversée du Sahara, et donc doivent pouvoir accéder à la protection sans avoir à risquer leur vie. Alors, et donc l'ouverture de ce bureau entre dans cette logique-là. La question qui se pose ici, c'est comment cette protection qui est offerte, présentée hein, à partir de la ville d'Agadez aux personnes, contribue à cette logique de frontiérisation dont Aruna a parlé, et autrement dit, comment le confinement humanitaire participe ici à une situation de blocage. J'entends ici confinement humanitaire comme une assignation spatiale des personnes placées sous un régime de protection humanitaire qui n'est pas forcément un régime qui ouvre vers le droit d'asile ou le droit des migrants à l'encontre de la mobilité. Agadez, en fait, est devenu une impasse pour ces personnes demandeuses d'asile, est devenu un lieu aussi de confinement humanitaire. Sont arrivés dans cette ville d'Agadez avec l'ouverture du bureau du UHCR, des populations qui n'étaient pas forcément passées par le Niger pour arriver en Libye et sur les rives de la Méditerranée, mais des populations qui fuyaient les combats en Libye, en particulier des populations du Soudan, d'Éthiopie ou d'Érythrée, et arrivent régulièrement, j'utilise le présent parce que c'est mensuel, hein, je pense que vous le savez, des populations expulsées d'Algérie qui, pour certaines, sont passées par le Niger, mais d'autres pas du tout, pour atteindre l'Algérie. La seule possibilité offerte par le HCR dans cet espace est la demande d'asile, mais la demande d'asile auprès de l'État nigérien. Et extrêmement rares sont les personnes qui peuvent accéder à la réinstallation dans d'autres pays, enfin dans un pays du Nord, en fait, qui normalement il y a un mécanisme qui est possible via le HCR, mais ces populations à Agadez ne sont concernées que de façon extrêmement marginale par la réinstallation dans un État du Nord, y compris lorsqu'elles obtiennent le statut de réfugié au Niger. Alors, un espace, comme j'ai une mauvaise connexion, je me suis épargné le PowerPoint de peur que ça bloque. Donc, ces espaces, ces populations accueillies dans la ville d'Agadez, qui sont autour entre 2 et 3 000 suivant les périodes, hein, sont accueillies dans un camp qui est à 15 km de la ville, où là, pour le coup, c'est véritablement un camp, qui est, pour ceux qui sont allés à Agadez, c'est sur ce plateau totalement pierreux, où on n'a pas trouvé d'eau.
Et donc, ils sont installés là, dans un camp totalement géré, bien sûr, par le HCR, camp qui a été ouvert entre 2018 et 2019. Alors, différentes révoltes, en fait, ce qui se passe à Agadez, c'est assez commun. Je suis en Tunisie, pour tout vous dire, et on retrouve exactement le même type de mécanisme en Tunisie, comme on le retrouve en Égypte, dans beaucoup d'endroits. À Agadez, différentes révoltes, hein, de la part de ces réfugiés demandeurs d'asile ont eu lieu. Il y a eu des manifestations devant le bureau du HCR. Il y en a ici, devant le bureau du HCR à Tunis, il y en a au Caire, il y en a un peu partout. Euh, Avec ces personnes, en fait, qui manifestent justement pour sortir de cette impasse dans laquelle le statut de réfugié ou le droit d'asile, enfin dans laquelle l'impasse dans laquelle ils se retrouvent lorsqu'ils sont pris en charge par le HCR dans ce type de conditions, où en fait, sauf à sortir de leur statut, en fait, à quitter l'assistance du HCR, eh bien, ils ne peuvent pas enfin, ils ne sont pas réinstallés ailleurs. Dernier point, je pense qu'il me reste 5 minutes. Ah non, 2 minutes. 2 minutes, bon, je vais très vite. Un dernier programme qui concerne le Niger, qui est un programme assez particulier, donc je l'ai évoqué rapidement, qui est ETM, Emergency Transit Mechanism, qui est un programme donc d'évacuation porté par le HCR également, d'évacuation des personnes en demande de protection des prisons libyennes vers le Niger où elles ont la possibilité, là pour le coup, contrairement aux précédentes dont je viens de parler, d'accéder à une réinstallation dans un pays du Nord. Dans le cadre d'ITM, en fait, on est vraiment dans un contexte où le Niger, dans un contexte d'externalisation, hein, du droit d'asile, puisque les agences d'asile européennes Oui, et asiatiques, oui, un instant, j'arrive. Non, c'est un micro qui est ouvert. pardon, ok. Voilà, puisque donc ces populations sont placées temporairement sur le territoire nigérien avant la réinstallation. Donc on est vraiment dans une logique de transit, hein, enfin de passage. Sauf que parmi les personnes évacuées, d'abord c'est un nombre extrêmement faible de personnes, puisque 4200 personnes ont été évacuées de Libye vers le Niger depuis 2017 et 3880 ont été réinstallés à partir du Niger. Donc vous voyez, où on est quand même, ça concerne un très très faible effectif au regard du nombre de personnes migrantes présentes sur le territoire libyen, bien évidemment. L'autre chose, c'est que quelques centaines de personnes qui sont actuellement présentes sur le territoire nigérien, donc qui ont été évacuées, ont été déboutées, c'est-à-dire n'ont pas pu accéder au statut de réfugié dans un pays tiers, dans un pays du Nord. Et donc, elles sont sur le territoire nigérien de la même manière que les précédentes, sans véritablement de possibilité de pouvoir le quitter, ou en tout cas d'accéder à un statut plus pérenne permettant de voyager librement, etc. Alors, pour conclure, donc vous l'avez vu, il y a plusieurs mécanismes de protection qui se croisent, qui croisent asile et migration sur ce territoire nigérien via un assentiment des autorités, enfin, qui se croisent, pardon, qui croisent asile et migration avec l'intervention d'institutions internationales et la participation, bien sûr, à différentes étapes des institutions nationales, régionales et locales. Il y a une différenciation quand même dans la manière dont ces croisements s'effectuent euh, entre, disons, si on regarde les différentes catégories. À l'heure actuelle, et notamment bon, à la suite du coup d'État de l'année passée, si on ne va pas faire de prospective, hein, je pense que c'est extrêmement dangereux, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Simplement, ce qu'on constate, c'est que d'abord, il n'y a pas de remise en cause de l'accueil des réfugiés prima facie, que ce soit les réfugiés du Mali, du Burkina Faso ou du Nigeria, même au moment des grandes tensions diplomatiques entre le Niger et le Nigeria il y a quelques mois. Le Niger n'a absolument jamais utilisé les réfugiés nigérians comme une arme de chantage, hein, ce qui existe tout à fait dans d'autres contextes. Donc, je pense qu'il voilà, il n'y aura pas il n'y a pas, et je ne pense pas qu'il y ait de remise en cause de cet accueil des réfugiés prima facie, malgré les difficultés de prise en charge humanitaire de ces personnes, à la fois pour les organisations internationales et pour l'État du Niger également, en particulier avec les restrictions d'accès humanitaire actuellement et plus globalement en lien avec les sanctions économiques qui touchent évidemment absolument toutes les catégories. La question des déplacés internes, elle est assez intéressante puisqu'on est dans une logique un peu de balancement entre des arrivées régulières
au fur et à mesure enfin, voilà, des zones d'insécurité qui peuvent bouger, évoluer dans le temps. Un balancement entre des arrivées régulières de déplacés internes dans des petites villes, dans la capitale, et des opérations de retour mises en place et orchestrées par les autorités. La lecture des déplacés internes est sans doute la plus difficile, aussi parce qu'on manque de travaux et de recul vraiment par rapport à cette question. Restent les autres réfugiés et demandeurs d'asile. Leur présence même reflète à un niveau assez global le fait qu'ils auraient refusé de choisir leur pays d'asile. Ils se retrouvent coincés au Niger sans avoir la possibilité de choisir d'être ailleurs. D'autant plus que pour ceux qui ont le statut de réfugié, le Niger devient le pays de premier asile, qui est une limite de fait à leur mobilité, qui est mise en place par le HCR connaissance dans un autre pays. La conséquence, c'est que ces personnes repartent vers la Libye, vers les rives de la Méditerranée, où elles ne sont pas mieux, voire plus mal accueillies qu'elles ne le sont sur le territoire nigérien. Et donc, en participant aux logiques de tri, de blocage, cette politique de l'asile restreint et contraint les mobilités des personnes avec comme outil ce fameux confinement humanitaire. Merci. Une question, Ah oui, ok. C'est pour conclure, c'est ça? Ok, ouais, j'avais allez. juste c'est plutôt sous forme de terminé sous forme de questions, c'est voilà, qui se posent, les questions qui se posent aujourd'hui, me semble-t-il, pour ces personnes au Niger, mais aussi dans l'ensemble de l'espace sahélo-saharien et jusqu'aux rives de la Méditerranée, c'est comment sortir de cet immense espace de blocage qui a été construit à la fois par les politiques d'externalisation, mais aussi par des politiques nationales. euh, et donc qui est devenu en gros voilà, des rives de la Méditerranée jusqu'au Sahara. Comment sortir de cet espace où lorsqu'on analyse les trajectoires, on voit des personnes qui tournent littéralement en rond entre différents pays et qui ont à faire face à de plus en plus de formes de violences extrêmement multiformes et extrêmement diverses. La question, c'est est-ce que des nouvelles routes vont émerger? Certaines ont déjà émergé. Vous le savez, la route des Canaries a repris une ampleur sans précédent. On parle de cette fameuse grande route qui mène vers l'Amérique latine, remonte vers le Mexique et les États-Unis, mais qui a un coût qui est extrêmement important, mais sur lequel on peut retrouver, puisque des collègues travaillent là-dessus, ont retrouvé des populations réfugiées burkinabées jusqu'au Mexique. Et voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Et puis, c'était très intéressant. Et puis, ça complétait plus ou moins la communication de Michaela. Donc, c'est vrai que ces concepts sont souvent assez voisins et même imbriqués parfois, n'est-ce pas? La problématique de séparer migrants, réfugiés, demandeurs d'asile. Donc, en fonction des trajectoires et les politiques, souvent se combinent. Donc, souvent, c'est des demandeurs d'asile, souvent, c'est des migrants, des personnes déplacées internes, etc. Donc, c'est vrai que vous nous avez rappelé le contexte aussi, hein, dans lequel vous avez pu écrire ce papier entre 2018 et 2019. Et on comprend également que ça a porté sur plusieurs localités du Niger, n'est-ce pas? Alors, maintenant, l'autre aspect que vous avez évoqué qui m'a semblé important, c'est le lien entre les populations autochtones et les demandeurs d'asile. C'est-à-dire on retrouve ça un peu partout, où il y a de l'aide apportée parfois de façon plus ou moins ostentatoire aux réfugiés, alors que ceux qui les accueillent, les communautés d'accueil, sont dans la nécessité mais ne bénéficient pas de ces aides-là. Souvent, ça ressort dans beaucoup d'enquêtes, bien entendu. Et aussi la reconnaissance tardive du statut des déplacés internes, n'est-ce pas, qui cohabitent parfois avec des réfugiés. Donc, ça pose un problème de distinction. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai quand même envie de poser une question parce que la même réalité est observée à Mbera, au camp d'Mbera, où le cas ne désemplit pas. Mais est-ce que tous sont des réfugiés finalement? Est-ce qu'il n'y a pas des autochtones, des villages environnants? Parce que puisqu'on mange mieux dans les camps, on est soigné, etc. Est-ce que il n'y a pas des autochtones aussi qui potentiellement pourront se mêler à ces populations dites réfugiées ou ces demandeurs d'asile? Ensuite, ma deuxième question, c'est sur les effets
de l'abrogation de la loi 2015-36, est-ce que vous pensez que potentiellement ça a un effet sur les réfugiés ou encore est-ce que ça peut faire fondre les vagues ou bien ça a un tout autre effet sur les demandeurs d'asile, les migrants clandestins? Donc, le même exercice, on va voir en ligne s'il y a des intervenants en ligne. Sinon, en salle ici, on a probablement des gens qui veulent intervenir. Donc, je ne vois pas de main en salle, n'est-ce pas? OK. Est-ce que quelqu'un ici a... OK. Donc, vous passez. Donc, on a une autre question. Bonjour madame, je suis Abdoulaye Babadafa, doctorant au sein de l'EMI Makoter. J'avais une série de questions à vous poser, mais le professeur a déjà posé certaines, donc ça sera deux. Donc, vous avez évoqué, vous avez évoqué l'afflux massif de déplacés interne au Niger essaie de réfugiés maliens et burkinabés vers ces pays-là. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que les déplacés internes sont parmi ceux qui euh, euh, demandent d'asile? Si c'est le cas, est-ce qu'ils bénéficient de la clémence judiciaire? C'est-à-dire, est-ce que leur état de faiblesse sociale leur permet d'avoir la priorité d'accès à ces armes? Donc, la seconde, j'aimerais savoir, est-ce que parmi ces déplacés internes, vous avez pu constater des jeunes ayant entretenu des rapports avec le groupe djihadiste qui opère euh, dans la zone frontalière comprise entre le Niger et le Mali. Merci. OK, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ici en salle? Sinon, on pourrait ouvrir, on peut lui passer la parole en attendant. Peut-être que vous allez réagir. Florence, vous pouvez réagir sur ces deux en attendant? Ouais. Alors, oui, les populations qui sont dans les camps, je pense qu'il y a, en fait, il y a quelque chose qui a regardé à une échelle euh, comment dire, très locale. C'est-à-dire que je pense il y a des endroits dans la région de Tillabéri, notamment, où vraiment internes, réfugiés, et où l'accueil fait que pour répondre un peu, enfin, répondre indirectement, disons, à votre question, c'est un peu la politique qui a été mise en place au Niger et qui est peut-être différente, me semble-t-il, du Mali sur les camps de réfugiés. Par exemple, à Ayoru, il y a un hôpital qui a été construit notamment par le HCR, qui est ouvert à toutes les populations, voilà, quel que soit qui est un hôpital voilà, pour tout le monde en fait. Et c'est vraiment cette idée d'avoir des infrastructures qui soient accessibles à tout le monde pour ne pas créer de tension et créer d'inégalités entre les personnes. Et bon, c'est des terrains qui sont difficiles, d'abord parce qu'on peut difficilement aller travailler dans ces terrains, même si ces espaces mériteraient sans doute voilà, de faire l'objet de monographies beaucoup plus fines sur la composition des populations, les ressources qu'elles mobilisent, etc. Bon, mais il y a des endroits où je pense qu'au Mali comme au Niger, on n'envoie pas d'étudiants faire des masters ou plus en tout cas. Donc on est toujours un petit peu contraint par cet accès hein, de fait. Euh, sur les effets de l'abrogation, la loi 2015, euh, moi j'avoue que je suis assez... En fait, c'est peut-être aussi parce que je suis en Europe, donc du coup j'entends enfin, de fait ce qui se dit en Europe. En fait, je ne pense pas que la loi 2015, à l'heure d'aujourd'hui, au vu de la situation au Sahel,
va faire que la route du Niger va repartir comme à la belle époque, en fait, cette époque bénie des gens d'Agadez dont Aruna a parlé. Où, voilà, il y avait plusieurs milliers de personnes qui transitaient par la ville d'Agadez. Pour une raison aussi, c'est que les connexions entre le Niger et le Mali, entre le Niger et le Burkina Faso, les connexions de bus hein, classiques, n'existent plus de voyageurs. Donc il faut faire tout le tour par le Nigeria. Enfin voilà, la circulation dans cette Afrique de l'Ouest, pour les populations du Sénégal, de la Guinée, est beaucoup plus compliquée. Je pense que pour les populations enfin, en situation de demande d'asile ou population réfugiée qui souhaiteraient continuer leur route. Honnêtement, je pense que loi 2015 ou pas loi 2015, ceux qui voulaient partir sont partis. Enfin, ceux qui voilà, ont voulu quitter le territoire nigérien, en particulier les populations soudanaises qui sont reparties vers la Libye. Il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée. Il y a aussi la question de l'or et des compétences, notamment des Soudanais, mais pas uniquement, dans la recherche de l'or, et donc voilà, où ils ont pu utiliser ces compétences-là pour bouger dans d'autres endroits que la Libye, où ils étaient historiquement, se répartir sur le Mali, sur l'Algérie euh, jusque vers la Mauritanie, au Niger évidemment, mais dans d'autres zones que celle de la ville d'Agadez. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un ensemble de mobilité voilà, qui est que loi 2015 ou pas loi 2015, quand les gens veulent partir, ils partent. Je pense que d'expérience, c'est un peu le. Et voilà. Et sur l'asile, je suis pas sûre que ça ait vraiment des conséquences. Et par ailleurs, quand même, je l'ai pas dit en conclusion, mais ce qui est quand même à noter, c'est que depuis le coup d'État, ni la présence de l'OIM, ni la présence du HCR n'ont été remises en cause par les militaires au pouvoir. Beaucoup de choses ont été remises en cause par les militaires au pouvoir ces derniers mois. Ni la présence ni du HCR, ni celle de l'OIM ne sont concernées. Sur l'asile en tant que tel et l'application du droit d'asile, il n'y a eu aucun discours. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais j'ai entendu absolument rien de la part des militaires sur ces questions-là. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui continue quand même, qui va continuer à fonctionner. Donc voilà, de fait, qui continue oui, à fonctionner de fait. Alors, sur les déplacés internes, les déplacés internes nigériens ne peuvent pas demander l'asile au Niger, puisqu'on ne peut pas demander l'asile dans son propre pays. Ça, c'est une loi, enfin, c'est le principe de la Convention de Genève. Euh, donc, il y a une protection qui leur est donnée. Il y a une loi au Niger, je l'ai dit, hein, sur les déplacés internes. Au Niger, on légifère beaucoup, plus que dans d'autres pays. Euh, donc, il y a une loi qui, normalement, assure hein, la protection des déplacés internes. Après, la question, c'est comment on accède à l'aide humanitaire, justement. En tant que déplacé interne, c'est vraiment l'accès à l'aide humanitaire qui vous assure une forme de protection. Et c'est en fait suivant là où vous êtes à l'intérieur du pays, suivant vos capacités, vos possibilités à bouger, à vous éloigner des zones où il y a les plus dangereuses, à atteindre des petites villes où l'aide humanitaire peut arriver, où l'État est présent, ou à atteindre, par exemple, des villes plus grandes. C'est ça qui va faire que progressivement ou pas, vous allez pouvoir accéder à une forme de protection, mais qui est vraiment, pour le coup, pour ce qui est des déplacés internes, vraiment une forme de protection humanitaire. Alors, le lien entre réfugiés, déplacés internes et groupes armés, bon, c'est des questions extrêmement complexes toujours et sensibles. Il y a forcément, je veux dire, enfin, voilà, au Niger, ailleurs, hein, c'est pas... il y a des circulations de personnes entre des zones d'accueil de réfugiés déplacés internes et divers groupes armés. Voilà, c'est quelque chose qui existe dans absolument toutes les zones de conflit. Donc, il n'y a aucune raison que ça n'existe pas sur le territoire nigérien. Il y a quand même dans les entretiens qui ont pu être faits, qui ont été faits notamment par l'équipe des étudiants du Germes à Abala, en particulier, ou à Mangaïsé, dans les entretiens qui ont pu être faits avec les jeunes réfugiés ou les jeunes Nigériens présents, est ressorti. Alors, ça ressort pas de manière extrêmement importante. Ce qui ressort, c'est l'absence de ressources, des discours que vous connaissez, hein. L'absence de ressources dans ces petites villes, les difficultés d'accéder à l'éducation, qui est une vraie question pour les populations réfugiées, qui sont présentes depuis 10 ans quand même, hein, pour certaines. Voilà, l'accès à une éducation, à un travail, à un emploi. Et
voilà, ce qu'on entend dans les discours, c'est que finalement, les seules opportunités, c'est la migration et potentiellement s'engager dans les groupes armés. L'argent étant une motivation d'engagement, en tout cas dans les propos des personnes, vers les groupes armés. D'accord. Merci beaucoup, Florence, pour vous rassurer là-dessus. En fait, c'est une crainte qui est potentielle. On l'évoque chaque fois, mais en Oui, vérité, si vous prenez les routes migratoires clandestines pour le cas du Mali, en partant par Gao, Tamanrasset, voilà, côté algérien, ou en partant vers Oujda ou un peu partout, en fait, les groupes armés, souvent, ont des checkpoints. Donc, ils oui. prélèvent aussi des montants, ils dépouillent des migrants, etc. Bon, mais il y a pas un lien vraiment probant qui prouve que des migrants finalement déboutés se sont engagés dans les groupes armés, quoi. Non, non, non. Et par contre, là où je vous rejoins, c'est que c'est une question sensible et je pense qu'il faut éviter de la mettre sous le tapis pour justement éviter les rumeurs et les... Voilà. Ouais, ouais. Il faut essayer d'en parler un peu franchement. Et effectivement, il y a pas de lien. Par contre, oui, côté malien, côté libyen, côté algérien, il y a tout un ensemble de checkpoints par divers groupes armés qui font payer les droits de passage et qui dépouillent les gens, qu'ils soient Tout à fait. migrants ou pas migrants d'ailleurs. C'est pas... C'est ça. C'est ça, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des interventions? Vous voulez intervenir? OK, vas-y. Merci. Dans les deux présentations, moi, j'ai retrouvé le terme politique d'externalisation, en fait. Et moi, j'aimerais savoir, vu que le Niger n'a pas une frontière directe avec l'Europe et qu'il traite des politiques d'externalisation avec l'Union européenne, moi, j'aimerais un peu comprendre la particularité d'abord du Niger et cette politique d'externalisation. Est-ce que le Niger, les autorités du Niger sont des coopérants soumises ou peut-être insoumises? Par exemple, quand tu prends le politique avec le Maroc, on trouve que le Maroc est beaucoup souffle, accepte voilà, cette politique d'islamisation au profit peut-être de l'Europe, on peut dire comme ça. Voilà la question. Euh, Laurence, je ne sais pas si vous avez bien entendu. Oui, autour de la question de l'externalisation, bah, on a pourra peut-être aussi compléter. Euh, bon, si on retrace un peu l'historique rapide hein, de ce qu'Aruna a fait de cette histoire d'externalisation côté Niger, disons que pour le faire un peu rapidement, c'est à partir du moment où la Libye n'a plus été un interlocuteur possible, donc à la chute du président Kadhafi, pour l'Union européenne. Bah, l'Union européenne a regardé ce qu'il y avait derrière la Libye, en fait, et derrière la Libye, il y a le Niger. Et donc, a demandé au Niger de jouer le rôle, en fait, qu'a joué la Libye et que joue de nouveau la Libye, euh, qui est celui de gardien de l'Europe, qui est, comme vous le dites, le même rôle avec des politiques différentes. C'est pas les mêmes États que joue aussi le Maroc. Et, euh, et en fait, au Niger, il y a eu un ce qu'a dit Aruna, en fait, l'État du Niger c'est vraiment engouffré dans cette proposition de l'Union européenne. Ce qui était assez intéressant, le discours à l'époque, bon, aujourd'hui, on en a beaucoup souri après le coup d'État, de fait, hein, que le Niger était le pays le plus stable du Sahel, c'était vraiment le modèle pour l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période, hein, en 2015-2016. Si on regarde aujourd'hui, le discours équivalent porte sur la Mauritanie, puisque là, actuellement, l'Union européenne se tourne vers la Mauritanie, le Niger n'étant plus un pays stable et acceptable pour les négociations. Mais à l'époque, disons que le président Issoufou a complètement repris ce discours européen. Il y a vraiment une logique d'appropriation, enfin, il y a eu véritablement une logique d'appropriation de ce discours autour de l'externalisation. Alors qu'on pourrait aussi expliquer pour des raisons politiques internes, hein, comme Harouna l'a dit, tous les dispositifs sécuritaires de contrôle migratoire ont aussi été utilisés dans la lutte contre les corps d'élite, par exemple, qui après sont allés combattre dans la région de Tillabéri, contrôler les frontières, etc. Donc c'est aussi, en fait, il y a quand même
ce qu'il faut aussi se poser la question dans cette logique d'externalisation, c'est comment justement les États se réapproprient et utilisent et instrumentalisent ces politiques européennes. Et l'autre élément, c'est que dans des contextes de difficultés économiques pour le Niger, bah, c'est aussi une manne financière qui, malgré tout, a bénéficié à l'État, pas que à l'État, clairement pas même, mais qui a quand même aussi, je veux compléter là-dessus. D'accord, merci beaucoup Florence. Je pense que c'est ça le concept d'externalisation. Les États européens n'attendent plus que les vagues arrivent sur leur territoire. Il faut avoir une vision, n'est-ce pas, depuis au-delà de la Méditerranée pour pouvoir les contrôler. Sauf que c'est une position qui est essentiellement sécuritaire. C'est ce qu'on reproche un peu à la politique Frontex, c'est-à-dire que l'argent qu'on met dans cela, bon, certains disent pourquoi on ne l'investit pas pour fixer les populations potentiellement migrantes, mais bon, enfin, c'est leur sou, donc ils l'utilisent de la manière dont ils pensent que c'est la bonne manière, mais les frontières se situent hors de l'Union européenne, donc on forme une sorte de zone tampon pour contrôler. Bon, c'est un peu ça l'idée. Et c'est la même chose au Sénégal, c'est un peu la même chose au Niger aussi. Et la manne financière dont Florence a parlé et qui ressort très peu, c'est ça aussi la motivation. Parce que Niger, bon élève, ben, bon élève avec la poche pleine. Il s'agit de ça surtout. Donc souvent on ne le dit pas, mais les États jouent aussi un rôle de pourvoyeur de ressources. L'État ne peut pas refuser parce que c'est pas bien vu, alors qu'il en a besoin. Donc, je pense que c'est un peu ça. S'il n'y a pas d'autres questions, Florence, oui. Juste un petit mot sur la manne financière pour très concrètement de l'estimation sur le fonds fiduciaire qu'on a pu faire, parce qu'on ne peut pas compter les projets régionaux. Enfin bref, le Niger, en gros, a bénéficié de 290, enfin pas en gros, de 290 millions d'euros entre 2016 à peu près et aujourd'hui. Ah Voilà, ouais. comme ça, voilà, c'est les sommes dont on parle en fait. Uniquement sur Super. les questions migratoires, hein, sans compter le reste de l'aide, enfin, vraiment sur la migration.